je vais tourner autrement ma question parce que, enfin, par ce que vous avez dit par rapport aux émotions et le mot gérer, tout ça, je comprends bien où est-ce que vous voulez m'amener, mais en fait, j'avais une question par rapport à la distinction entre guillemets vie privée et vie personnelle, ce qui du coup est un peu faussé comme idée, étant donné que vous pensez que faire ces études de psychologie, c'est un peu un symptôme, on va dire, mais nous, dans nos cours, on nous a dit que le cadre de la séance permettait que à la sortie, on puisse être dans notre vie personnelle sans avoir la vie professionnelle qui est mélangée. Mais je suis très dubitative sur ce sujet-là parce que on contrôle pas nos pensées. Enfin, je veux dire, voilà, on sort de notre journée de travail, on est à la maison. Pour autant, on va pas s'empêcher de penser à des patients, à ce qui s'est passé. Donc, comment vous voyez justement ces deux sphères privées, professionnelles, l'une Oui, je suis d'accord absolument avec vous. Pareil, là, on vous dit ça, c'est un principe théorique. Oui, voilà. Mais c'est très théorique. C'est, il y a plusieurs choses à dire sur ça. Bien sûr, c'est que, déjà, quand on reçoit un patient, on va pas s'amener soi-même, sa personne, on va pas parler des soins à l'autre, sauf si c'est un petit court moment pour recevoir quelqu'un, comme on discute de façon courtoise, avec son boulanger ou avec n'importe qui. Mais parfois, vous pouvez raconter ça, des choses comme ça, inventer même, pour pouvoir, à un moment donné, peut-être vous avez besoin de ces petites astuces pour pouvoir laisser quelqu'un à l'aise ou quelqu'un qui est en train de trop déprimer ou quelqu'un qui est trop dans la détresse, je ne sais pas, ou amener, voilà. Comme parfois, on pourrait dire, on peut pas rire avec un patient. Parfois, je peux rire avec un patient. On peut rigoler même d'une situation très compliquée qu'ils ont vécue et parfois qui est même difficile. Mais après, le patient lui-même, on rigole ensemble, quoi. Oui, voilà. Ça m'est arrivé ça, mais finalement, maintenant, je rigole de ça et voilà. On peut discuter quand même là, sur quelque chose. Mais oui, c'est-à-dire que on peut dire plein de choses. Première chose, c'est que ici, c'est mon cabinet. Mais c'est aussi mon lieu d'habitation. Il y a deux entrées différentes. Bon, mais ça, c'est pas un exemple. Mais il y a plein de gens des psychanalystes surtout, qui travaillent comme ça. D'accord. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que c'est mélangé parce que quand les patients arrivent, je les reçois ici, et pas dans les autres pièces. Bien sûr. C'est ça. Mais c'est ce qu'on appelle l'utilisation bourgeoise d'un appartement, quoi. C'est l'utiliser d'un cabinet. Voilà. Ça existe, voilà, cette dénomination comme ça. Voilà. Mais on pourrait avoir un cabinet qui soit complètement séparé. Oui. Mais je pense que c'est plus pratique. Oui, il y a des photographes ou des sculpteurs qui ont un atelier dans la même maison où ils habitent aussi et qui peuvent recevoir, même si c'est différent. Mais donc, oui, il y a bien sûr une différence entre la vie privée et la vie professionnelle, mais ça m'arrive aussi beaucoup de recevoir les patients ici du quartier. Et donc on peut les rencontrer dans la boulangerie ou si je pars faire un jogging. Oui. Et qu'on ait un short basket, on dit bonjour aux patients, on va pas dire ah oui, mais là c'est ma vie privée. Et alors, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va? Après, plus dans l'idée, par exemple, que le psychologue traverse une période un petit peu difficile, où son lieu de travail devient... le cabinet, des fois, peut être chargé je sais pas, d'émotions, d'affect, comme vous pouvez le dire, tout ça. Du coup, c'est pas difficile de pas pouvoir dissocier l'un et l'autre, justement. C'est toujours chargé. Oui. C'est toujours chargé. Il y a des moments où ça peut être plus chargé. S'il y a un deuil, s'il y a un bonheur amoureux, s'il y a, je ne sais pas quoi, la naissance d'un enfant, etc. Oui, mais on travaille avec ça. D'accord. Comment on habite une pièce. Au début de la vie, l'enfant, on lui donne une chambre,
une époque, les enfants n'avaient même pas des chambres, ils avaient juste un lit, et puis voilà. Alors, on a inventé la chambre d'enfants, des enfants, bon, bah, très bien. Mais un jour, l'enfant, il dit, ah, mais non, maintenant, j'ai pas envie d'avoir ces tableaux-là, c'est moche, c'est ringard, je veux mettre la photo, le dessin d'un rappeur, ou d'un monstre, ou de, je ne sais pas quoi, des mon idole, voilà. Ou des Barbie, ou des machins. Bon, et petit à petit, il va créer dans sa chambre, plus il rentre dans l'adolescence, il va avoir envie d'habiter sa chambre, déjà son espace presque privé, d'une certaine façon. C'est normal. Et le cabinet, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est chargé des choses que vous avez mis, des objets que vous avez, la déco que vous avez mis. Comment vous vivez ça, quoi. Donc, et quelque part, il ne s'agit pas de dénier ça, parce que les patients, s'ils viennent, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que c'est comme quand vous allez quelque part dans un bar ou un restaurant, il y a certaines décorations qui ne vous plaisent pas, donc vous allez ailleurs. D'accord. Là, par exemple, il y a beaucoup de lumière parce qu'on est en train d'enregistrer, mais en général, cette lumière-là, elle n'est pas allumée, les lumières sont basses. D'accord. Voilà. Et donc, forcément, il y a une petite ambiance qui s'est créée. Un patient qui m'a dit la dernière fois, une atmosphère. Voilà. Il faut permettre cette atmosphère-là. C'est l'une des choses que Freud avait dit dans l'analyse profane. C'est une des choses à gérer, c'est permettre aux patients de parler de façon sincère, spontanée, ouverte, libre, sans trop d'obstacles, des choses qui ressemblent, des choses qu'il veut dire. Et pour ça, il faut créer une petite atmosphère pour ça. D'accord. Alors du coup, par rapport justement à ce cadre, on peut parler de cadre thérapeutique. Oui. Vous avez aménagé cet espace vraiment de façon très personnelle. Même le cadre, si on parle du temps, de la fréquence, du rapport contractuel, des séances, etc. Vous avez défini ça en avance ou vous adaptez selon les patients? Comment vous faites ça? D'après vous? Je sais pas, parce que j'ai rencontré quand même beaucoup de psychologues et c'est très singulier. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Moi, je préférais adapter. C'est ça, c'est ce que je fais. Voilà, il n'y a pas un truc standard. Oui. Voilà, c'est ça. Et si on applique un truc standard, on est dans la production industrielle. Oui, c'est vrai. Ça dépend. En fait, on travaille avec les séances courtes où on utilise la scansion. D'accord. On coupe la séance à certains moments. Oui. Un certain moment clé, si c'est possible. C'est pas toujours possible. Mais à certains moments, on dit oui, c'est bon, c'est terminé. Au revoir, à la prochaine fois. C'est aussi un ressenti, là. Vous dites la scansion? La scansion. Scander. Couper. D'accord. Vous voyez, les chansons populaires qui durent à peu près 3 minutes 30, 3 minutes 50. À un moment donné, les compositeurs, l'interprète, dit, là, on va terminer la chanson à ces moments-là. Pourquoi à ces moments-là et pas plus tard, pas avant? Oui. Pas pareil. Et parfois, donc ça reste, parfois la ritournelle, le fait de dire non, ne me quittez pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ça reste marqué après. Je ne sais pas, tellement des chansons que vous écoutez juste quelques tonalités au début, et ensuite après, vous dites, ah, vous reconnaissez cette chanson-là. Quelques notes, vous écoutez, puis vous la situez. Et puis parfois, ça revient, la séquence des paroles peut revenir presque automatiquement. Donc l'idée, c'est un peu ça, c'est-à-dire de couper à un moment donné pour mettre un peu comme un point virgule, une virgule dans une phrase, un point. D'accord. Et du coup, c'est aussi un ressenti. Vous savez que c'est ce moment-là, c'est pas tout, ça peut pas être calculé. Non. Non, bien sûr. Ça ne peut pas être bureaucratique.
Et parfois on peut se tromper aussi. Oui, Bon, mais voilà. d'accord.